Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui pour faire la review des épisodes 3 et 4 de Top Chef. J'avais pas été particulièrement convaincu par les deux premiers épisodes. Qu'est-ce que j'ai pensé de la suite? Alors évidemment j'étais très heureux de vous faire cette review à ce moment-là puisqu'on va parler de cette nouvelle règle, cette fameuse boîte blanche qui m'avait laissé assez perplexe quand j'avais vu le concept. Et je vais vous dire ce que j'en pense. Probablement que ça va faire un peu réagir, mais on va voir. Alors on va commencer déjà avec le premier épisode, donc l'épisode 3, vous avez suivi le premier épisode, on va les faire dans l'ordre. Vous pouvez d'ailleurs, normalement si je vais faire en sorte de bien paramétrer en bas, vous avez les chapitres, donc si vous êtes intéressé plutôt par l'épisode 4 que par l'épisode 3, vous pouvez y accéder très facilement grâce aux options de YouTube. Alors, l'épisode 3, qu'est-ce que j'en ai pensé? Déjà, j'ai un peu mieux aimé. J'ai un peu mieux aimé parce que j'ai beaucoup aimé le premier épisode, la première épreuve, qui était une épreuve dans laquelle les candidats s'affrontaient sur de la street food. Donc c'était une épreuve organisée par Guillaume Sanchez, qui était l'ancien candidat de Top Chef et qui est devenu chef étoilé depuis. Qui d'ailleurs beaucoup d'anciens candidats de Top Chef peuvent finir par être étoilés, et il témoigne un peu que c'est pas si facile de finir par être étoilé parce que forcément on attend beaucoup d'eux et donc c'est pas toujours aussi évident, mais voilà, je suis très content pour lui évidemment. Et donc il est venu avec c'est un chef qui était assez rocker dans l'âme et tout, donc il est venu avec le thème de la street food. Chacun travaillait dans une forme de chalet, mais attention, il y avait deux jurys, donc il y avait Guillaume qui votait pour quelque chose, il y avait un certain nombre de points qu'il pouvait accorder, mais il y avait des influenceurs cuisine. Je vais pas vous mentir, je n'en connaissais aucun, sauf une, qui est probablement celle que vous connaissiez tous. Les autres, je ne les connaissais absolument pas. Je suis assez surpris qu'il y ait un monde de l'influence pour la cuisine. J'ai découvert ça, mais c'est très intéressant. Donc, pour la brigade de Glenville, ils ont décidé de faire une pomme de terre à revisiter, entre guillemets, parce qu'il fallait que ça se mange vraiment avec les doigts, pour faire une sorte de bœuf bourguignon. J'aime beaucoup le bœuf bourguignon, donc franchement, je pense que c'était le concept qui, sur le papier, me semblait le meilleur, parce que c'est bon. Enfin, pour moi, c'est quelque chose qui rappelle des trucs un peu familial, un peu cool et machin. Et qu'en plus, ça puisse se manger comme ça, un peu sur le pouce. Je me suis dit, si c'est très bien fait, ça peut être vraiment génial. Donc en fait, ils creusaient à l'intérieur de la pomme de terre, pour s'en servir de contenant, en fait, et mettre un peu de viande dedans, etc., pour arriver à faire ce côté bourguignon. Et à la dégustation, les candidats, enfin les jurés d'un jour, ont très vite compris que c'était du bœuf bourguignon. Je crois que le titre le précisait pas forcément, je crois le titre du plat, mais en tout cas, au goût, ça paraissait évident. Ils disaient, ah oui, vraiment, on a cette viande-là, et à bœuf bourguignon, forcément, c'est assez magnifique. Pour la brigade de Philippe Etchebest, c'était le premier épisode donc, de Sarika qui est arrivée, donc la gagnante d'Objectif Top Chef, qui a intégré l'émission. On m'a beaucoup demandé d'ailleurs sur mon Instagram qu'est-ce que je pense de sa personnalité, de elle ou de sa personnalité. Bon l'épisode sera assez dur pour elle, puisqu'elle va avoir du mal à s'imposer jusqu'au bout du suspense. Mais ce que je peux vous dire, c'est que globalement, elle ne m'a pas laissé un souvenir impérissable sur ce premier épisode. J'ai trouvé sympathique, mais pas au point non plus de me dire est-ce que c'est l'une des meilleures candidates qu'on a eues de l'émission Objectif Top Chef. Je trouve pas que ça transparaît à ce point-là pour l'instant, c'est encore un peu flou. Moi j'ai beaucoup plus aimé un candidat comme Gracien par exemple, que j'avais trouvé plutôt très bon très vite dans l'émission, mais globalement elle a du temps et on espère qu'elle pourra de plus en plus se révéler, mais pour l'instant il n'y a pas cet effet waouh quand le gagnant d'Objectif Top Chef arrive, mais je trouve que pour l'instant les candidats, globalement l'effet waouh on le cherche pour l'instant, malheureusement il est assez rare. Et là, donc, elle était avec Carla. Donc, c'est vrai que Philippe Etchebest a, de façon assez paradoxale, beaucoup de candidates féminines dans son équipe et des candidats très jeunes. On le verra lors du prochain épisode. Mais donc, vu que déjà, souvent, le gagnant de l'Objectif Top Chef, c'est un ou une jeune, et là, c'est vrai que c'est une brigade qui est assez différente des autres brigades où ils peuvent avoir des candidats avec de l'expérience et tout. Philippe Etchebest, là, cette année, il s'est mis des candidats avec peu d'expérience, ce qui est intéressant quand même. Et alors là, sur le papier, c'était le plat que je préférais sur le papier. C'est-à-dire, dans l'idée de ce que ça voulait donner, je trouve que c'était génial. Je pense que ça pourrait être un concept qui marcherait véritablement. Donc c'était une raviole en 3 temps. Il y avait l'entrée, le plat et le dessert, avec 3 ravioles qui étaient accrochées les unes aux autres, et qui faisaient que ça pouvait se consommer comme une sorte de baguette, tu vois, parce qu'elles étaient cuites suffisamment, mais elles se détachaient pas. C'est vraiment, c'était une pâte qui se cuit...
et tu pouvais donc manger première bouchée, hop, t'avais le côté l'entrée, ensuite t'avais le plat et t'avais le dessert. Je trouve que l'idée est géniale. Je sais pas combien ça coûterait, c'est-à-dire que si jamais on faisait un système de coûts pour savoir combien est-ce que ça serait rentable ou pas de faire ça, mais ça pourrait faire un super repas sur le pouce. Je sais pas, en tout cas moi ça m'a donné envie d'essayer. Plus encore que le premier qui est plus ma cam en théorie, mais ça, bon j'adore la gastronomie italienne, donc forcément ça c'est venu me chercher aussi, mais je me suis dit ça c'est un concept qui peut être vraiment intéressant, et perso j'étais hyper intéressé. Et le dernier qui m'intéressait moins sur le papier, c'était faire une salade César revisitée par Victor et Léo pour la brigade de Paul Perret. Honnêtement, j'ai pas été très... Alors le package était un peu sympa avec la sauce qui allait se mélanger et tout, machin, ok pourquoi pas, mais globalement j'étais pas autant emballé. Donc dans les dégustants, je vous le disais tout à l'heure, il y a des influenceurs donc cuisine. J'ai découvert donc à cette occasion que Juju Fitcat qui fait de la musculation est une influenceuse cuisine. Pardon mesdames, j'étais pas prêt pour cette information, je l'ignorais, mais bon écoutez, c'est comme si Thibaut InShape était devenu un influenceur gastronomie, tu vois, alors que le mec il fait du riz d'Inde et des plats d'entrée, j'ai vu notamment la vidéo qu'il a fait avec Philippe Etchebest, elle était quand même, on est quand même loin de la haute gastronomie, on va pas se mentir, hein. D'ailleurs, si jamais vous n'avez pas vu cette vidéo, n'hésitez pas à aller voir la version qu'a fait Philippe, parce que je suppose que peu de gens ont vu la version de Philippe, alors que beaucoup ont dû voir la version de Thibaut sur sa chaîne, puisqu'il a des millions d'abonnés, je crois qu'il en a 8 ou 9 millions, je sais même plus. Philippe, il en a beaucoup moins. Mais elle est super, où en fait, il reprend les éléments qu'il avait dans son repas, et il les met un peu plus à une sauce gastro et tout. Et c'était plutôt... alors, ça reste, parce que vu qu'il y avait peu d'éléments, forcément, il peut pas faire des miracles. Hein, parce que des fois, c'est en gros, t'as banane, œuf et de la poudre. Tu vois, tu vas faire quoi avec ça? Je vais essayer, mais globalement, t'as pas des trucs fous, mais elle est plutôt sympa la vidéo. Bref, donc j'ai trouvé que les dégustants, les influenceurs dégustants avaient pas apporté grand chose. Voilà, ils mangent, mais globalement c'est pas fou. J'ai préféré Guillaume qui avait, on va dire, un avis très tranché. Il a pas trop pris de pincettes, c'était plutôt cool et rafraîchissant de voir ça dans l'émission. Je trouve qu'il a été plutôt à sa place, mais en même temps il a quand même fait un peu le show et c'était bien. Moi j'aime bien quand les chefs sont quand même généreux à l'écran, sans éclipser les candidats, mais vraiment juste, ils sont là et quand même ils sont assez... voilà, ils donnent à l'écran. Et je trouve que Guillaume était assez dans cet esprit-là et j'ai bien aimé. J'ai adoré notamment la révélation de fin où il arrive, il dit ça c'était pas assez de goût, ça c'était pas assez cuit et donc je vais là. Je sais plus ce qu'il a dit exactement, mais c'était un peu cash comme ça là, mais ça faisait plaisir. Alors évidemment dans le monde de 2023 où on est un peu dans le côté aseptisé, où il faut surtout pas dire un mot de travers, que si jamais vous dites quelque chose à quelqu'un, évidemment il va le prendre mal, ça serait rabaissant, ça serait dénigrant, blablabla, on connaît. Moi, ça me dérange absolument pas, vous le savez, parce que pour moi, il n'y a pas de raison à la télévision de vouloir passer du baume, de dire machin, etc. Si jamais ça ne plaît pas, voilà, et j'ai trouvé que c'était bien fait. Je sais que ça a fait mal à certains, hein, je sais, parce que je l'ai vu sur Twitter, dès qu'il avait dit cette phrase, après il y en a qui ont commencé un petit peu à être un peu dans le côté de oh quand même franchement il ose machin, ouais mais justement ça fait plaisir et j'espère, en tout cas moi personnellement je serais très content de le revoir dans d'autres saisons de Top Chef, faire une épreuve comme celle-là, parce qu'en plus ça lui allait bien globalement, tout comme quand voilà on a une émission sur les abats, on sait quel candidat on va faire venir, etc., parce que je trouve que voilà il y a des candidats qui sont plus attitrés à certaines choses, et là lui c'était totalement pertinent de l'avoir, donc j'étais très content de le revoir. Et donc à ma grande surprise, ça a été Victor et Léo qui ont remporté la victoire, alors que c'était le plat qui moi m'intéressait le moins parmi les trois. Je pense que mon point personnel, je l'aurais peut-être donné aux ravioles, parce que le concept était ouf, mais d'après ce que disait Guillaume, à la dégustation c'était hyper décevant parce qu'il y avait beaucoup de pâtes, et donc forcément ça pouvait être un peu bourratif peut-être. Après, est-ce que c'est pas aussi quelque chose qu'on rechercherait nous dans le monde réel? Je parle pas dans le monde de la gastronomie, mais un truc qui quand même remplit un peu le ventre. Parce que forcément la petite salade César, on va pas se mentir, vous allez pas faire le marathon de New York avec ça dans le ventre, je pense pas en tout cas. C'est-à-dire que moi je le ferai pas le marathon de New York de toute façon. Et l'autre, peut-être que là par contre c'était plus quelque chose qui était vraiment nourrissant et un vrai repas qui pourrait être réellement proposé. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'à la base, ils devaient le vendre à la fin. Enfin, il y avait ces idées que ça pourrait être un plat qu'on pourrait proposer. Là, je pense que cette idée-là était quand même la meilleure en théorie. Ensuite, donc le thème qui passe à la suite, assez surpris de ce thème, hein, c'était le thème du kebab. Donc il fallait revisiter un kebab. Alors il fallait faire donc un kebab et j'ai
Alors moi je sais, je vais me faire fusiller, je me suis fait fusiller sur Instagram, sur Twitter également, mais je vais me faire fusiller ici, c'est pas très grave, je l'assume. Je n'aime pas le kebab, voilà, je fais partie de ces rares personnes. S'il vous plaît, ne me faites pas trop de mal, je vous promets, je suis quelqu'un de sympa dans la vie, mais le kebab j'aime pas, je trouve que la viande est pas souvent de très grande qualité, et en fait ils la coupent en tout fins petits morceaux et ils mettent beaucoup de sauce pour cacher parfois un goût qui est pas aussi joyeux que ce qu'on imagine. Et voilà, je suis pas très client du kebab, donc personnellement je n'en mange jamais, voilà, c'est-à-dire que ça fait plusieurs années, ça fait au moins 15 ans que j'en ai pas mangé, voire même plus, puisque voilà, c'est pas du tout ma cam, voilà, c'est pas, j'aime pas ça, mais il y a des gens qui adorent, et c'est votre droit évidemment le plus strict de manger cette nourriture. Moi personnellement, moi, je suis plus intéressé par la nourriture italienne, des choses comme ça, mais le kebab ça a jamais été mon fort. Et donc je me suis dit bon, revisiter le kebab, ouais, mais le kebab qui avait été revisité par le chef qui était invité, franchement c'est vrai qu'il donnait plutôt envie, hein, avec une forme très cylindrique. Donc c'était assez formidable de voir ça, parce que tu étais un peu waouh, ça c'est un kebab, dans quel univers parallèle c'est un kebab ce truc là. Donc c'était plutôt stylé de voir ça, voilà, moi je reste pas non plus stupidement dans je ne veux pas voir cette épreuve, au contraire ça m'intéresse au contraire. C'est un peu comme Hélène Darroze, on sait qu'elle aime pas le céleri par exemple, et quand il y a un plat avec du céleri, peut-être que ça va la convenir. Moi en gros j'aime pas trop le kebab, mais peut-être que ça pourrait me convenir, qui sait. Donc il y avait une spécialiste du kebab qui était là pour goûter les plats. C'était une critique gastronomique spécialisée dans le kebab. C'est vrai que ça c'est un peu étrange de la présenter comme ça. T'imagines, t'as fait toute une carrière de critique gastro et tout, et en gros on te ramène à tu sais, manger du kebab et savoir s'il est bon ou pas. Ça faisait un petit peu peur, mais bon. Voilà, bon après c'était quand même intéressant. Et donc il y a eu la première partie qui qualifiait certains candidats, et après les chefs venaient goûter les plats, et ensuite c'était seulement Philippe Etchebest, puisque ça a été Sarika qui a été mis en danger, et qui goûte pour éliminer peut-être sa candidate, donc soit Sarika, soit un autre candidat qui pouvait intégrer le jeu à ce moment-là. La dégustation se produit, et c'est Sarika qui est qualifiée, un peu de justesse, mais elle s'impose. Bon voilà, c'est vrai que c'est pas un très bon épisode pour elle, je trouve que voilà, ça n'est pas trop mal, ça n'est pas trop bien sorti pour cet épisode, donc il n'y a pas cet effet waouh qu'a eu parfois certains candidats d'Objectif Top Chef. Là c'est pas trop le cas, et l'épisode 2 sera un peu dans ce domaine-là, même si ça ira quand même vers du mieux dans l'épisode 4. Bref, voilà, deuxième épreuve qui m'a un peu moins emballé, parce que je trouve que le kebab les a pas super inspirés. En tout cas, c'est le sentiment que j'ai eu en le regardant le sujet. Je veux dire, à part le plat, tu vois, le plat signature du chef qui était vraiment stylé, le reste, j'ai trouvé que c'était... Enfin, en tout cas, moi, personnellement, j'avais pas l'impression que ça m'aurait convaincu de passer à le kebab, c'est génial. Je pense que ça aurait pas trop marché sur moi. Mais écoutez, c'était aussi intéressant d'avoir... Après, je trouve que c'est dommage aussi d'avoir fait 2 fois 2 junk food. C'est-à-dire que... Enfin, street food, tu vois, c'est première food, voilà, dans les camions, les machins, les trucs à manger sur le pouce, et après le kebab qui globalement se mange également aussi sur le pouce. C'est vrai que ça faisait un peu redondant, peut-être qu'ils auraient dû les séparer par exemple, parce que c'est que ça faisait peut-être un peu répétition. Mais je me suis moins régalé sur la deuxième partie. La première c'était plutôt cool, la deuxième un peu moins, mais dites-moi dans les commentaires si ça vous a plu, et dites-moi, et s'il vous plaît ne soyez pas trop méchants sur le kebab avec moi. Je sais, je n'aime pas ça, ça n'est pas grave. C'est comme ça, je le vis bien, je vous rassure, je le vis bien. On passe maintenant à l'épisode 4. L'épisode 4 maintenant, c'était un épisode qui a démarré avec l'arrivée de François-Régis Gaudry, qui est le critique gastronomique qui notamment organisait l'émission après Top Chef, avant qu'Hélène Darroze fasse sa propre émission. Plutôt cool sur le papier, moi de le voir arriver, j'ai trouvé qu'à chaque fois qu'il vient à l'écran, il est plutôt bon client, donc c'était plutôt sympa. Et après, donc en fait, ils ont fait venir des personnalités qui avaient une sorte de passion, entre guillemets, un produit qu'ils aimaient bien, quelque chose, etc. Et les candidats devaient en faire la révolution. Alors, le premier qui est arrivé, c'est Joe Star, et Joe Star, il a dit, parce qu'en fait, moi, j'avais compris que c'était des plats qu'ils allaient revisiter, les plats préférés des personnalités. Non, ça peut être un produit. Donc, par exemple, pour Joe Star, c'est, franchement, je m'attendais à plein de choses qu'il allait nous dire. Je me suis dit, il va peut-être, je sais pas, enfin, j'avais pas d'idée précise, mais pour être transparent, j'imaginais pas qu'il allait nous dire, moi, ma passion dans la vie, le truc qui me fait me lever le matin, le truc qui anime mon âme, le truc qui me fait rêver la nuit et qui fait que j'en pense soir et matin, c'est le fromage fondu. C'est-à-dire que parmi toutes les propositions qu'il aurait pu me faire, je sais pas, mais c'était pas celle-ci que j'aurais... si jamais j'avais participé, je vous dis pas, j'aurais dit la bolognaise. Parce que j'adore la bolognaise, moi je mange vraiment les lasagnes à la bolognaise, spaghetti à la bolognaise, raviolis à la bolognaise, tout ce que vous voulez à la bolognaise. C'est vraiment, si j'étais en fin de vie, si j'étais mon dernier repas, je mangerais de la bolognaise. J'adore ça, c'est trop bon, c'est vraiment
exceptionnel. Voilà, j'aime pas le kebab, mais j'aime la bolognaise. Peut-être qu'il y en a qui aiment pas la bolognaise d'ailleurs, peut-être, je ne sais pas, en tout cas, c'est très bon. Donc moi j'aurais choisi ça, la bolognaise. Voilà. Donc c'est Alexandre et Mathieu contre Jacques et Léo. Alors, il y avait une idée un peu de show aussi, tu venais présenter ton plat et tout. Donc par exemple, il y avait une tarte flambée donc au Munster, excusez-moi, donc un fromage hein, évidemment, par Léo, qu'il brûle devant le client, donc c'était plutôt cool. Le deuxième plat, c'était Alexandre qui proposait, alors je dis Alexandre, à chaque fois il y a un candidat, mais c'est parce qu'il y a un candidat qui vient présenter son plat, avec un croustillant au fromage bien coulant. Et donc là, bah, c'est vrai que tu les voyais manger, tu vois, t'avais vraiment presque le côté un peu fondu, tu vois, avec presque un peu tu vois, il se détache de sa bouche tellement. Il y avait François-Régis Gaudry d'ailleurs qui l'a fait comme ça visuellement pour montrer un peu le côté de, bah là, la mission est plus qu'accomplie, en tout cas sur cet aspect-là. En plus, c'était très bon, ça respectait parfaitement ce que aimait Joey Star et c'est venu le chercher un peu dans ce fromage fondu qu'il aimait bien. Et donc c'est ce plat-là qui a remporté la victoire. Je suis pas fan du tout de Joey Star, sachez-le, c'est quelqu'un que j'apprécie pas du tout à la télévision globalement, mais ceci étant, je trouve que là, j'ai rien à dire sur sa prestation, il faut le dire, il faut être aussi honnête quand c'est le cas. Là, honnêtement, il a été nickel, vraiment, il a été impeccable, je l'ai trouvé très très bien, très juste, voilà, il a pas pris trop de place et en même temps, il était plutôt sympa. C'est pas toujours l'image qu'on en a loin sans faute. Là, globalement, c'était plutôt très satisfaisant de le voir, donc j'étais content. Ensuite, donc, Alban et Carla, vont affronter Jean et Victor sur le thème des frites. Voilà, elle, c'était Noah Hamzaoui, j'espère que je prononce ça comme il faut, qui est plutôt quelqu'un que je connaissais de nom, mais que voilà, je ne suis pas forcément sa carrière de façon totalement assidue, même si je trouvais qu'elle était plutôt bonne cliente à la télévision d'ailleurs. Et c'est la rosace donc de Jean et Victor qui s'est imposée. Qu'est-ce que j'ai pensé de celui-là? C'était la grande déception. Voilà, faut être très clair, je trouve que le thème des frites a pas été hyper inspirant pour les candidats. C'était assez pauvre, je trouve, à l'écran, il ne se passait pas grand-chose. Même si par contre, c'est un bonheur de voir Alban à l'écran, je le précise, parce que je sais qu'elle a pris un peu dans la gueule, parce que elle vient d'Auvergne, donc elle vient pas loin de là où je suis, où ma famille est née, etc. Voilà, moi je suis un produit de l'Auvergne, on pourrait dire, en tout cas, même si je suis stéphanois, je suis né à Saint-Étienne, mais mes origines, mes parents et mes grands-parents viennent de l'Auvergne, de la Haute-Loire, vraiment le cœur battant de l'Auvergne. Et donc voilà, c'est un coin très sympa où il n'y a pas beaucoup de monde, où les gens sont très tranquilles et c'est très bien. Et c'est vrai elle me plaît bien. Franchement, je l'aime beaucoup. C'est vrai qu'elle a un phrasé un peu particulier, elle a un accent particulier. C'est vrai que la bourgeoisie parisienne, je pense qu'il doit faire un attaque ou un AVC. Parce qu'on va pas se mentir, d'habitude, quand vous avez des gens qui ont un accent du sud et tout, c'est un peu sympa. L'accent parisien, c'est l'accent classique, quoi. Il n'a pas de choses particulières. Mais là, c'est vrai que je vous dis pas, hein, si jamais je connais des gens qui ont un vrai accent stéphanois, par exemple, très marqué, vous seriez pas prêts. Hein. Là, voilà, elle a un accent assez auvergnat bien marqué. Et ça fait plaisir de voir ça d'une certaine manière. Et je trouve qu'en plus, elle est hyper bon délire. C'est-à-dire qu'elle se donne à fond, elle est toujours souriante, elle a toujours une tonne d'énergie. Déjà dans le deuxième épisode, quand elle a deux de se faire éliminer et tout, j'étais content qu'elle reste. Et je trouve que de plus en plus, le temps me donne raison. Elle est super à l'écran. Mais j'ai vu que voilà, beaucoup de gens n'étaient pas super fans parce que c'est vrai qu'elle est très cash. Elle est brute de pomme, mais c'est bien aussi d'avoir des gens qui sont un peu bruts comme ça à la télévision, qui sont pas dans les clichés, on va dire dans les carcans de j'ai été dans des grandes écoles hôtelières et donc je suis un petit peu carré, machin et tout. Attention, j'en aime des gens comme ça, hein. J'ai aimé Jean Imbert, des gens comme ça qui étaient, voilà, les mecs, c'est carré, machin, et à côté t'avais Norbert Tarrer, tu vois. Et c'était deux salles, deux ambiances, et pour autant les deux pouvaient aussi bien cohabiter et être vraiment géniaux à suivre l'un comme l'autre. Et Alban, je trouve que c'est très bien d'avoir des personnalités comme ça dans le concours. En tout cas, personnellement, c'est mon petit coup de cœur depuis le début, dans un casting qui, pour moi, depuis le début, a été parfois un peu... voilà, il est un peu ronflant ce casting. Des fois, il donne pas grand-chose à l'écran. Mais voilà, donc elle s'est pas imposée, en tout cas, sur cette épreuve. Hugo et Sarika se retrouvent ensuite contre César et Jérémy. Et là, j'ai trouvé que c'était le thème le plus éclaté. C'était la sauce avec du pain. Donc c'est Pablo Mira qui proposait ça. Bon, ok, très bien. Je trouvais que alors comme ça, moi d'instinct, ça m'a pas donné plus envie que ça de suivre. Bon, j'ai noté, donc c'est Sarika et Hugo qui se sont imposés. Bravo à eux parce qu'ils ont quand même fait un meilleur épisode, surtout pour Sarika, que la semaine dernière. Mais globalement, je trouve que l'épreuve en elle-même, elle était pas terrible, quoi. Parce qu'en plus, les sauces, tu vois, nous, on peut rien voir. C'est-à-dire qu'ils fabriquent des sauces, ok, etc. Mais globalement, il se passe pas grand-chose à l'écran, tu vois, pour les téléspectateurs, c'est pas hyper intéressant. Donc je trouve que le thème était pas génial. Bon.
On arrive au gros morceau de la vidéo, la boîte blanche. Alors, la boîte blanche, révolution ou pas révolution? Est-ce que c'était bien? Est-ce que c'était pas bien? Alors, le concept de la boîte blanche, déjà on rappelle. C'était, il fallait construire un dessert, mais ça pourrait être, je pense, un plat chaud. Et je pense d'ailleurs, petit commentaire, que le plat chaud aurait peut-être été préférable sur cette épreuve. Pourquoi? Parce que quand il y a de la chaleur, et ben normalement quand vous sentez un produit, vous savez par exemple quand vous chantez, je sais pas, vous sentez, je sais pas, je prends mon exemple de la bolognaise tout à l'heure, mais quand c'est bien chaud, vous approchez votre nez et vous sentez cette odeur de bolognaise, etc. Quand c'est un plat qui est froid, quand c'est un dessert, tu vois, je sais pas, par exemple, je sais pas, une tarte, quelque chose, bah ça a une odeur évidemment, surtout si vous prenez une tarte au citron, des choses comme ça, mais globalement ça n'a pas une odeur aussi énorme, ça embaume pas toute la pièce comme quand vous amenez un plat chaud qui a cet aspect-là. Donc je pense que c'était peut-être un piège et ça a limité vachement les candidats dans leur choix, le fait de prendre un dessert. Mais bon, parenthèse refermée. Donc il fallait un dessert qui touche les 5 sens du chef. Alors il fallait que ça touche donc le toucher, c'est-à-dire qu'il fallait que ça craque un peu, etc. Il y avait l'ouïe, il fallait que ça craque et qu'on entende. Il y avait le goût évidemment qui sera la dernière chose, la vue, donc la présentation, le fait que ça sente bon. Mais sur un dessert, c'est pas si évident. Et d'ailleurs, les candidats vont se faire piéger parce qu'il y a des candidats qui ont fait des desserts chauds, justement, mais qui, avec le temps, forcément, ça a refroidi et donc il y avait moins d'odeur. Donc ils disaient, ah ouais, merde, là, on est pénalisé parce que notre dessert, peut-être qu'il a refroidi un peu, quoi. Et donc, malheureusement, ça les a un peu disqualifiés. Bon, il fallait y penser au fur et à mesure aussi. Hein. Donc, le plat qui m'a le plus intéressé sur le papier, c'était Alban. Je vous le dis, je me suis beaucoup intéressé à son cas. Qui est parti sur une pizza retournée. Avec à l'intérieur des épices, des agrumes et tout. Et je me disais, franchement, ça a l'air stylé cette affaire. Hein, parce que moi, j'adore la pizza, évidemment. Mais en plus, je sais pas, je trouvais que le concept, forcément, vu qu'il y aurait des agrumes, ça aurait une bonne senteur. Et puis pour la présentation, vu que ça aura cette forme, je pense que ça peut être plutôt sympa. Quand ça va couper, ça va faire du bruit. Enfin, je pense qu'elle remplissait pas mal tous les critères. Jacques, j'ai bien aimé également aussi sa volonté de faire une coque en sucre avec de l'ananas, j'ai trouvé que ça plutôt sympa. On aime bien la coque en sucre évidemment parce que ça demande un peu de technique et donc c'est plutôt sympa à voir à l'écran. César, j'ai bien aimé la tarte poire avec des amandes dedans, c'était plutôt cool. Et puis alors lui il m'a fait mourir de rire César quand il est arrivé et qu'en fait il lance ses productions. Au début il est un peu en galère, il a du mal, ça lui plaît pas trop, enfin bref c'est un peu le galère. Et d'un coup par exemple, voilà comme je vous l'ai dit il est un petit peu en train de ronchonner et il arrive sur le plan dans lequel il y a des trucs en cuisson et là il y a un truc qui est en train de cramer. Et il arrive, il fait cette déclaration qui est assez improbable, il fait oh purée mais qui c'est qui oublie ça, c'est en train de cramer. Il fait oh merde c'est moi. Tu sais genre au moment où il prononce sa phrase il se rend compte que c'est lui qui a laissé tes trucs cramer. Donc c'était très drôle. Puis donc le candidat, donc après il y a plusieurs autres productions etc. Mais c'est plutôt sympa de les voir se creuser le crâne, à essayer de respecter un peu tous les critères qui avaient été demandés. Et la dégustation était plutôt cool. Ensuite donc il va éliminer les candidats, donc d'abord à l'odorat, puis ensuite à l'ouïe, puis etc. Et va éliminer les plats au fur et à mesure. Et il va arriver à une conclusion. C'est l'assiette de Léo qui va s'imposer, excusez-moi, une assiette avec du chocolat à l'intérieur et tout, c'était plutôt cool. Voilà, moi évidemment j'aurais plutôt voté pour Alban qui est allé très loin dans la compétition, mais elle ne s'est pas imposée à la fin. Ce que je peux vous dire, c'est que qu'est-ce que j'ai pensé au final de cette boîte blanche? Déjà la boîte blanche elle a un défaut par rapport à la boîte noire, c'est que la boîte noire elle a ce côté sympa qu'il y a tous les candidats qui passent dedans. Et donc en termes de rythme c'est génial, parce que c'est t'as le candidat qui passe, puis qui repasse, puis ensuite il y a une deuxième étape, puis après ils vont voir le visuel, etc. D'abord t'as les candidats, puis après t'as le chef, et puis etc. Bon. Très bien. Là, c'est une épreuve normale qui se termine par la partie boîte blanche. Ce qui fait qu'en termes de rythme, c'est pas vraiment pareil. En fait, on a été récompensé à la fin parce que la dégustation était plutôt cool et que le chef était plutôt bon client. Mais globalement, en fait, sur la tonalité de l'épreuve au sens large, globalement, c'était une épreuve normale. C'est-à-dire que c'était une épreuve classique qui après, dans sa conclusion, était un peu sympa. Donc, est-ce que c'était cool? Je trouve pas que ça révolutionne. Maintenant, c'est plutôt sympa. Je demande plutôt... Moi, j'aimerais bien revoir ça avec un plat chaud. Parce que je pense que ça aurait été plus intéressant. Parce qu'avec un plat chaud, comme je vous le dis, on sent quand même beaucoup plus de choses. Et je pense que ça aurait été plus intéressant. Mais le problème des plats chauds, c'est que si ça refroidit, c'est quand même compliqué. Parce que là, il laissait les plats comme ça, tu vois, à la vue de tous. Il n'y avait pas la cloche qui était mise dessus pour essayer de garder la chaleur. Enfin, donc globalement, il mangeait froid. Donc c'était pas, je trouve, un super... voilà, il aurait fallu commencer tout de suite par l'odorat, tu vois, dès qu'on arrive,
hop, l'odorat parce que ça chauffe. Et puis après, hop, étape d'après, peut-être aller sur d'autres questions pour aller vite, quoi. Parce que là, la première, c'était l'odorat. Mais forcément, vu que c'est des plats chauds, froids, bah, peut-être qu'il faudrait les garder sous cloche, tu vois, et les présenter qu'au dernier moment. Et justement, en ouvrant la cloche, bah, tu prends toutes les saveurs, enfin, j'en sais rien, mais je pense qu'il y a moyen peut-être d'aller vers sur quelque chose de plus sympa. Je me disais à ce moment-là, il est quand même 22h50, il est quand même très tard, et je disais il n'y a toujours pas d'éliminé, et normalement il est censé avoir une épreuve en plus pour faire l'élimination, parce que bah, il y a l'émission de Hélène Darroze derrière, et donc il faut bien qu'il y ait un éliminé à la fin de l'épisode. Mais j'avais pas compris, en fait, le plat qu'ils ont proposé, ils l'ont fait également pour les chefs, et les chefs vont pouvoir goûter. C'est vrai que c'était un peu con, parce que ça faisait, hop, le chef a tout goûté, puis après il regoute derrière les chefs. Ça faisait un peu redondant, c'est un peu dommage, mais bon, c'est comme ça. Et puis globalement, bah voilà, il faut aller vite aussi, donc c'est bien, on n'a pas perdu trop de temps. Donc là, les chefs vont goûter. Pareil, Alban, elle est très rafraîchissante, par exemple, quand ils vont la choisir, parce que bah, elle n'est pas éliminée. Et là, il y a ce moment où elle fait, donc c'est ce plat-là qui est choisi, clac, et Alban se rend compte, ah mais c'est moi, voilà. Et je trouve qu'elle est très fraîche, très rafraîchissante, moi j'aime beaucoup. Je trouve qu'elle a une personnalité qui donne envie, en tout cas, de voir sa cuisine. Et en plus, en termes de cuisine, je trouve qu'elle a des idées qui sont intéressantes. Les plats qu'elle propose sont intéressants, donc j'ai hâte d'en voir plus pendant les prochaines semaines, en tout cas, je l'espère. Et donc, l'élimination allait se jouer entre deux candidats. J'étais en train de me dire, est-ce qu'ils vont déjà éliminer l'un des deux frères maintenant, dès le début, alors que c'est un peu la narration depuis le début que c'est une saison un peu spéciale parce qu'il y a deux frères dans la même saison, blablabla. Je trouve que les deux frères sont pas exceptionnels à l'image, honnêtement les deux, il se passe pas grand chose. C'est-à-dire que ça serait cool, tu te dis que ouais, il y a deux frères, c'est cool, et en même temps, bah ça apporte pas grand chose. Hein. Voilà, honnêtement, ils sont frères, très bien, mais c'est pas, tu vois, c'est pas un atout, je trouve, fondamental pour le programme. Et bah, ma grande surprise, parce que je me suis dit, ils vont peut-être essayer de le sauver quand même si c'était une dégustation à l'aveugle, on peut, voilà. Et bah là, non, c'est bien Jacques qui est éliminé et qui s'en va tout de suite. Donc dès cet épisode, on a déjà un éliminé pour on. C'est un peu surprenant, mais c'est ainsi. Et voilà, donc élimination d'un des deux frères, et donc l'autre va continuer la compétition tout seul. Ce qui serait assez intéressant, c'est que l'autre aille jusqu'au bout et qu'à la fin, quand on fait la fameuse guerre des brigades, et bah peut-être qu'il va pouvoir aller chercher son frère, peut-être, et nous permettre de faire comme à l'époque, à la grande époque, où il faisait venir l'ensemble du casting et chacun choisissait sa brigade. Et que tu restais pas avec ta brigade d'origine, c'est-à-dire la brigade de... T'es dans la brigade de Philippe, dans la brigade de machin, non, là tu pouvais choisir tout ce que tu veux, tu vois. Ça aurait quand même été un peu plus sympa parce que ça permettait aussi de faire des choix stratégiques. Tiens, j'ai un dessert à faire, je vais prendre celle-là parce que elle, je sais qu'elle sait faire ça. J'ai une sauce à faire, lui, il est bon sur les sauces, clac, je vais prendre ça. Pour la viande, elle, je sais qu'elle est spécialisée dans la viande et que son restaurant, bah, elle fait beaucoup de viande, et ben je vais prendre cette personne, etc. etc. Bon. Voilà, en tout cas, les deux épisodes sont passés plutôt bien par rapport aux deux premiers que j'avais pas forcément ultra kiffé. Là, j'ai passé plutôt un bon moment. Je me suis pas régalé, mais j'ai passé un bon moment. Dites-moi dans les commentaires si vous avez aimé. Je trouve qu'en termes de réalisation, par exemple, le programme a été un peu modernisé, le rythme est assez sympa. Il y a deux épreuves, donc globalement, c'est assez rythmé. Juste pour arriver jusqu'à 22h50, 23h. C'est bien aussi. Il y a la partie avec Hélène Darroze derrière, mais qui n'est pas obligatoire. On peut simplement reprendre à partir du moment où on arrivera à la dernière semaine, en fait. Hein, pour Hélène, ça sera très bien. Mais globalement, c'est plutôt cool. Et moi, j'ai passé un bon moment. Moi, j'ai passé un bon moment devant l'épisode. Enfin, dans les deux épisodes. Même si, voilà, je trouve que des fois, il y a des épreuves qui sont sympas, d'autres moins. On est un peu en mi-figue, mi-raisin. Mais la boîte blanche a été plutôt sympa. Et la première épreuve dans les camions était plutôt cool. Il y en a d'autres qui m'ont moins convaincu. Mais celle-ci était plutôt sympa. Dites-moi dans les commentaires, vous, évidemment, ce que vous en avez pensé. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez la liker, vous pouvez vous abonner, vous pouvez la partager sur les réseaux sociaux. Il y a le bouton rejoindre juste en dessous pour donner un soutien et je vous en remercie. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos sur ma chaîne YouTube. Ciao!